ce matin, on a assisté à deux conférences. La conférence de Gilles Monteau, qui est le youtubeur qui a créé la chaîne Eureka, donc spécialisée dans la finance et l'économie, et la conférence d'Étienne Chouard. Donc les deux conférences sur le sujet de la souveraineté monétaire. C'était ardu mais très intéressant. Et ce que j'en retiens, je vais essayer de vous faire une synthèse, c'est que la base de la monnaie, elle a été créée pour reconnaître les contributions offertes à la société. En gros, quelles que soient nos contributions, pour reconnaître ça, il y a la monnaie. C'est un peu comme dans un jeu, c'est-à-dire que les joueurs gagnent des points quand ils font quelque chose d'intéressant. Donc dire que pour des projets, aujourd'hui on n'a pas de quoi financer, ou dire mais qui va financer cela, c'est une absurdité. C'est-à-dire c'est comme si on disait dans un jeu, il n'y a pas assez de points pour les joueurs. Ben, ça ce sont des règles que l'on invente. Et c'est à nous de décider si les points sont limités, et si les points sont limités, forcément on va limiter le jeu, et on va sous-jouer, et on va survivre du coup, puisqu'on n'a pas assez de points pour vivre. Voilà, puisque la monnaie c'est quand même vital. Donc la monnaie, elle doit être créée justement pour répondre aux besoins de la société et pour permettre les échanges dont chacun a besoin dans cette société. Le problème, c'est que l'État, qui avant avait la souveraineté monétaire et créait la monnaie en fonction des besoins, eh bien, a abandonné ce pouvoir de création monétaire au profit des banques privées. Or, les banques privées, elles n'en ont que faire des projets d'intérêt public, et donc elles ne vont pas financer des projets qui sont peu rentables, même s'ils sont de grand intérêt public. Par exemple, des projets de dépollution ou de préservation de l'environnement, etc. etc. Aujourd'hui, les banques centrales, si vous pensez encore que ce sont les banques centrales qui créent la monnaie, sachez qu'elles ne créent moins de 10% de la monnaie. Tout le reste de la monnaie est créé par les dettes et par le crédit, et donc conditions optimales de bien-être pour tout un chacun. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte de population mondiale croissante. Il y a de plus en plus de contributions offertes par tous ces gens, que l'on est tous, et malheureusement, il n'y a pas de monnaie pour rétribuer toutes ces valeurs. Donc on se retrouve complètement coincé entre des gens qui ont plein de choses à offrir et une monnaie en circulation qui stagne et qui est accaparée par les marchés financiers. Donc dans l'économie réelle, il y a du chômage, de la précarité, de l'appauvrissement. Pareil au niveau de l'État, puisque l'État s'est dépossédé de sa possibilité de créer la monnaie, eh bien l'État s'endette auprès des banques et se retrouve dans l'obligation de brader ses services publics pour payer sa dette. Alors, si l'État se retrouve soumis à emprunter auprès des banques pour financer ses projets d'intérêt collectif comme financer une crèche, un hôpital, des transports en commun, etc., bien sûr, il va y avoir un crédit auprès des banques pour ça, avec des intérêts. Les banques ne donnent rien gratuitement. Par contre, quand il y a des crises économiques graves et que des banques se retrouvent en risque de faillite, là par contre, l'État, lui, va donner de l'argent gratuitement à ces banques pour les sauver de la faillite. Alors, en gros, c'est à cause de choix politiques catastrophiques qu'on se retrouve dans cette situation de rareté, où l'argent est rare et où on maintient le peuple dans la peur du manque. Il suffirait de changer ses choix, de décider que l'État reprenne sa souveraineté monétaire au profit de l'intérêt collectif et remettre plus de monnaie en circulation pour financer les contributions individuelles utiles pour la société. Pour ça, il est indispensable que chacun reprenne son pouvoir, s'intéresse à ces questions et reprenne son pouvoir démocratique, c'est-à-dire le pouvoir du peuple par le peuple quand même. Et c'est ce qu'on va faire cet après-midi dans l'atelier constituant d'Étienne Chouard. On va tenter de réécrire la Constitution dans un but plus utile à la société et de reprendre notre pouvoir sur la souveraineté monétaire. Grand débat et grand programme. L'idée, ça les transforme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient en train de jouer au foot, qui s'en foutaient, qui n'étaient pas volontaires pour reprendre le débat. Là, oui, ils se prennent au jeu parce qu'ils voient que déjà ils ont du pouvoir, alors que forcément quand tu n'as pas de pouvoir, ça ne t'intéresse pas à la politique. Là, ils ont le pouvoir de changer, ils ressentent que leur avis peut compter, donc forcément tu t'y mets, tu t'intéresses. Et puis c'est un effet boule de neige en fait. C'est celui d'à côté le fait aussi. Et tu vois que celui d'à côté s'en occupe, donc ça te donne envie. Ah, il a dit ça, mais c'est pas trop con, mais moi j'ai une idée, si on faisait ça, c'est peut-être mieux. Et en fait, de fil en aiguille, tu aboutis à une véritable transformation en fait. Et des gens qui à la base s'en foutaient, oui, ne s'en foutent plus et s'y mettent quoi. Et c'est ça le but des ateliers constituants en fait, c'est que ça transforme vraiment. C'est en découvrant les problèmes et en les approfondissant qu'on finit par s'y intéresser et voir que
qu'on est partie prenante dedans, On dit quoi. même qu'il faut les obliger. Oui, tu les obliges par le tirage au sort. On l'a fait, oui. Il faut voir ça comme un pouvoir citoyen en fait. C'est une obligation citoyenne de participer à la vie politique du pays. Très bien, oui. Il faudrait qu'il y ait une formation. On est d'accord sur cette partie-là. On est déjà d'accord sur cette partie-là. D'accord sur cette partie-là. On va mal. On pourrait essayer de définir tirer au sort parmi qui. Je sais pas, on va pas tirer au sort les enfants de moins de... Oui, voilà, il y a quand même des critères. Il y a quand même des critères. Sur le tirage au sort. Peut-être qu'on va pas tirer au sort des personnes qui sont en prison pour X ou X raisons. Voilà. Tu vas nous parler du casier du judiciaire hier. Et peut-être qu'on va Je pas... le sens bien, cette histoire. Et peut-être qu'on va pas tirer au sort pour participer à l'Institut d'émission monétaire des gens qui ont déjà été tirés au sort pour, je sais pas, à un niveau local ou à un niveau national, pour faire partie du Parlement ou de ceci, pour pas cumuler les charges. Alors donc pour toi, l'Assemblée constituante doit être tirée au sort. Oui, il me semble que c'est décisif, c'est ça qui va emporter tout le reste. Dans l'analyse que je fais de notre impuissance politique, puisque je pars de là, je suis tout débutant en politique, ça fait 10 ans que j'y suis, donc c'est vraiment... Et j'ai affaire à des militants qui ont passé toute leur vie, donc ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils résistent aux différentes injustices sociales. Je suis débutant et je constate que parmi tous les militants que j'observe, il y a un point commun, c'est que nous sommes tous impuissants politiquement. Tous ces gens sont pleins de bonne volonté. Ils passent leur vie à aller tracter le mercredi sur les marchés, il pleut, ils sont mal reçus, dans l'indifférence générale, et ils bossent, et ça ne change rien. Notre point commun, notre cause commune, c'est que nous sommes impuissants politiques. Or, cette impuissance, elle est écrite quelque part dans un texte dont tout le monde se fout, qui est la Constitution. Et les militants ne s'occupent pas du tout de la Constitution. Il me semble que c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qui fait que quand on va regarder une Constitution, on s'aperçoit que oui, c'est écrit. Alors, il n'est pas écrit explicitement, le peuple n'a aucun pouvoir. Ça nous mettrait en colère et probablement on réagirait plus que nous ne le faisons. Non, c'est pas écrit comme ça. En fait, c'est une absence. Dans les constitutions du monde, On ne parle pas du pouvoir du peuple. On ne parle pas du pouvoir du peuple. Tout est organisé sans nous. Et c'est ce qui fait que nous n'avons aucun pouvoir politique. Alors, comment ça se fait que dans tous les pays du monde, les constitutions organisent l'impuissance populaire? C'est pas un complot, pas partout sur Terre et à toutes les époques. Non, il y a une façon de désigner les acteurs constituants qui explique que ça débouche toujours sur l'impuissance populaire. Dans tous les pays du monde, on élit l'Assemblée constituante parmi des candidats qui sont des professionnels de la politique. Donc dans tous les pays du monde, pour l'instant, les assemblées constituantes sont composées de professionnels de la politique qui sont donc dans une situation de conflit d'intérêts majeur, décisif. Conflit d'intérêts, ça veut dire qu'ils ont un intérêt personnel qui est contraire à l'intérêt général. Et leur intérêt est évidemment, qu'on me contredise si je me trompe, mais je pense que c'est difficilement contestable, l'intérêt des professionnels de la politique au moment où ils écrivent la Constitution, c'est d'organiser leur irresponsabilité, le fait que les responsabilités soient factices, que les contrôles soient légers et superficiels, puisque c'est leur intérêt de ne pas être contrôlés, de ne pas être enquiquinés pendant qu'ils vont servir le bien commun. Ça peut être en toute bonne foi. Hein. Ils peuvent être déterminés à servir le bien commun, mais quand ils écrivent les règles d'une constitution, pour ne pas être embêtés, ils ne vont pas instituer le référendum initiative populaire parce qu'ils ont un intérêt personnel contraire. Et donc, compte tenu de ce conflit d'intérêts, j'en déduis logiquement que la condition première pour qu'une constitution puisse être même écrite, c'est que l'Assemblée constituante ne soit pas composée de professionnels de la politique. Il ne faut surtout pas qu'elle soit élue. Tant que nous élirons l'Assemblée constituante, nous aurons des voleurs de pouvoir, comme je les appelle, aux manettes, pour écrire les règles qu'ils devraient craindre. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais ces règles-là si on les laisse écrire. Donc, il me semble que peut-être qu'on trouvera une meilleure solution que celle que je défends pour l'instant, mais il me semble, moi, que si on tire au sort l'Assemblée constituante, on va avoir n'importe qui, et n'importe qui sera mieux que des experts en conflit d'intérêts. En conflit d'intérêts, c'est le pire qui puisse nous arriver. D'ailleurs, quand on fait les ateliers constituants, on fait la démonstration
que des gens simples, normaux, qui n'aspirent pas au pouvoir, sont tout à fait capables d'écrire des articles de constitution, et que ça donne des vrais articles de constitution avec des vrais contrôles des pouvoirs politiques. Donc, c'est premier, si vous voulez. Après ça, l'Assemblée constituante, elle va choisir le dosage du tirage au sort qu'elle va instituer dans l'Assemblée législative, par exemple, ou dans les chambres de contrôle. On va tirer au sort les chambres de contrôle des différents pouvoirs. Donc ça va être à l'Assemblée constituante de décider. Mais ce dosage de tirage au sort dans la Constitution, on ne l'obtiendra à la condition première qu'on ait tiré au sort l'Assemblée constituante. Donc, de tous les tirages au sort, le premier, celui qui est le plus important que nous devons défendre, à mon avis, le premier, c'est celui de l'Assemblée constituante. Donc aujourd'hui, on voit que le système politique dysfonctionne totalement. Donc là, tu as pointé des... Ça dépend pour qui. Pour les riches, il fonctionne parfaitement. Du point de vue de l'intérêt général, il fonctionne mal. Mais du point de vue de ceux qui ont mis en place le système, qui sont les plus riches, ça marche très bien. Ça donne toute satisfaction. Depuis 200 ans, les riches gouvernent, c'est ce qu'ils voulaient, mais tout se passe comme prévu. Et du point de vue de l'intérêt général, justement, comment pourrait-on faire pour qu'il y ait plus de transparence en politique? Quels moyens pourrait-on mettre en œuvre pour que justement les élus puissent être mieux contrôlés par les citoyens? Il faut commencer par arrêter de demander aux élus de trouver cette solution. Parce que la solution ne viendra pas des élus. Ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Donc ce n'est pas aux élus d'écrire la Constitution, ce n'est pas aux ministres d'écrire la Constitution ou de la réviser. Et donc en 2008, par exemple, mais ce n'est pas la première fois, en 2008, quand ils ont imposé aux Français par voie parlementaire ce que les Français venaient de refuser par référendum, en modifiant la Constitution, mais c'est absolument scandaleux. Enfin, c'est scandaleux par principe, mais les conditions de révision qui sont prévues dans l'anti-constitution française de 1958 sont elles-mêmes scandaleuses, puisqu'il y est prévu que les parlementaires réunis en congrès peuvent modifier eux-mêmes la Constitution. Je rappelle que l'idée de la Constitution, c'est de placer un texte au-dessus des acteurs politiques. Nous avons besoin des acteurs politiques. Ok, on est trop nombreux pour écrire tous la loi, admettons, et donc nous avons besoin de représentants politiques qui vont écrire le droit auquel nous consentons à obéir. Donc on a besoin d'eux, ils sont utiles, les représentants, mais ils sont en même temps très dangereux. S'ils se mettent à servir leurs propres intérêts, c'est une catastrophe pour nous qui nous sommes soumis à eux. Donc, sachant ça, on a inventé une idée géniale qui s'appelle la Constitution, qui a un texte au-dessus d'eux et qu'ils doivent craindre. Donc, ils les soumettent à des contrôles, à des punitions qui permettent de les révoquer, qui permettent d'abroger les lois quand on les trouve scélérates. Mais toutes ces règles de contrôle et de sanction, il ne faut pas que ce soit eux qui les écrivent, sinon ils ne vont jamais écrire ça. Donc, d'où l'importance de la Constitution par les citoyens. Par les citoyens eux-mêmes.